quatrième point de mon cours de la semaine dernière. Vous vous rappelez les trois premiers que j'ai traités pendant 1h30, quoi, pratiquement, un peu plus que j'avais prévu. Alors, vous avez bien compris, puisque vous étiez là la dernière fois, à quel point Malraux est redevable de toute cette histoire qui l'a précédé depuis le début du XXe siècle, avec l'idée de maison du peuple, jusqu'au grand tourbillon intellectuel des années 30 qui a conduit au Fonds populaire et avec les propositions pleines d'avenir de maison de la culture et d'autres formes de démocratisation de la culture qui nous intéressent jusqu'à aujourd'hui. Alors, André Malraux prend donc est nommé ministre de la Culture, vous le savez tous, en 1959. Il va rester à son poste pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1969, et sa démission du gouvernement du général de Gaulle. Il avait fait un premier tour de piste, en quelque sorte, très court, en 1945-46, lors du premier gouvernement de Gaulle qui suit la Libération. Et il avait occupé pendant quelques mois le poste précisément de ministre un peu de l'information, vous voyez, ce genre d'attribution qui pouvait préfigurer un petit peu ce qu'il deviendrait un peu plus tard. Et d'ailleurs, il avait, pendant ces quelques mois à peine où il a été ministre, il avait déjà commencé à formuler, reprenant ainsi les propositions du Front populaire jusqu'à 1938-39, reprenant l'idée ou laissant entendre qu'on pourrait créer un véritable ministère de la culture en tant que tel, différent du ministère de l'Éducation nationale, et également l'idée de maison de la culture qui était restée, vous le savez, comme un des grands projets de l'avant-guerre. Alors voilà notre Malraux aux manettes. On lui a créé, on pourrait dire, un ministère ad hoc. Le général de Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, sait qu'il doit mettre dans son gouvernement, quelque part, un personnage aussi éminent que Malraux, qui précisément va donner du lustre un peu à son gouvernement, qui a manqué un petit peu quand même. Alors, donc Malraux est là, notamment comme une figure de proue, incarnant en quelque sorte le ralliement d'une partie des intellectuels au général de Gaulle. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque quand même. Alors Malraux donc va occuper un petit peu cette fonction et on lui fabrique un ministère ad hoc qui s'intitule Secrétariat d'État à la culture, qui va devenir aussi après un ministre d'État, un ministère d'État de plein exercice. Alors, ce qui est intéressant, c'est de relire un petit peu les attendus de ce ministère, et en particulier cette phrase qui est souvent citée. C'est vraiment une phrase qui fait partie des citations invariables que l'on produit lorsqu'on veut un petit peu parler de cette période-là. Alors, je l'ai écrite ici pour que on y réfléchisse un petit peu ensemble et qu'on voit précisément le poids des mots. Alors, rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité. Je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on s'est quitté, à quel point pour Malraux, la culture et l'art étaient une question universelle. Il ne s'agissait pas de s'enfermer dans une production nationale franco-française, mais qu'il fallait au contraire aborder la question générale de toutes les productions intellectuelles et artistiques que l'humanité a produites au cours de son histoire, et quelles que soient les sphères géographiques et culturelles. Donc il s'agit bien de ça, les œuvres capitales de l'humanité. Et d'abord de la France, mais d'abord de l'humanité, au plus grand nombre possible de Français. Donc là, vous voyez le souci de démocratisation qui est celui qui anime ce ministère. Il s'agit de proposer au plus grand nombre possible de Français. Il s'agit également de valoriser notre patrimoine culturel, donc ce dont nous héritons, l'héritage, le patrimoine culturel, mais aussi de favoriser la création. Donc vous voyez, il y a les deux aspects. Valoriser ce qui nous vient de notre passé et contribuer à la création contemporaine. Voilà. Donc vous avez là quand même assez bien résumé les objectifs généraux de ce ministère et des maisons de la culture en particulier. En quoi les maisons de la culture sont vraiment la traduction, en quelque sorte, la mise en application de ce vaste programme annoncé dès 1959. Elles ont donc pour ambition la démocratisation et un moyen, la décentralisation. C'est par le biais de la création de ces maisons de la culture dans les villes de province que progressivement va se diffuser à partir du foyer parisien
les œuvres de l'art et de l'esprit qui jusque-là sont en grande partie concentrées à Paris, notamment en ce qui concerne le théâtre, puisque le théâtre est, je vous l'ai déjà expliqué longuement, donc je n'y reviens pas, le théâtre est considéré un peu comme le fer de lance de cette politique culturelle dans les différentes régions. Donc à la fois instruments, elles vont devenir à la fois des instruments de création, avec notamment l'installation de troupes de théâtre permanentes, les centres dramatiques nationaux, attachés à un lieu précis, ayant pour mission à la fois de créer les œuvres du répertoire, mais aussi de diffuser autour, dans la région, ces œuvres-là, de contribuer ainsi à la diffusion. Deuxième mot-clé. Et puis, à travers cette action, de pratiquer ce qu'on va, c'est un mot un peu nouveau, l'animation culturelle, qui va devenir un des axes de cette politique culturelle. Alors, s'ensuit la construction, l'aménagement d'une série de lieux nouveaux dans différentes villes de France, vous le voyez là. J'ai appelé cette décennie, là, 1961-1971, la décennie prodigieuse. C'est pas trop emphatique, je trouve que, franchement, c'est quand même assez étonnant de voir, en une dizaine d'années, le nombre de maisons de la culture qui ont été créées, quasiment ex nihilo. Je dis quasiment parce que vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai montré comme exemple celle de Bourges, qui existait avant la guerre sous forme de maison du peuple et qui est devenue maison de la culture dans les années 60, dans le même bâtiment mais transformé. Donc il y a quelques exceptions, mais en général ce sont des créations ex nihilo. Alors vous voyez qu'en particulier, vous remarquez qu'il s'agit bien, il n'y a pas de grandes métropoles. Il n'y a pas Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, ce sont des villes moyennes. Quelques-unes un peu plus importantes comme Le Havre ou Grenoble ou Rennes, mais qui ne sont pas vraiment, surtout à cette époque-là, ce qu'on appellera plus tard des métropoles régionales. Ce sont des villes moyennes. Alors vous voyez que c'est vraiment pendant cette décennie-là, qui correspond en gros à son ministère, même s'il a fini en 69, en tout cas en gros c'est le ministère Malraux. Et puis au-delà, vous voyez que ça s'étiole un petit peu, le mouvement se ralentit progressivement et on peut considérer que dans les années 80, c'est fini, les dernières maisons de la culture en tant que telles, portant l'appellation maison de la culture, ça s'arrête là. Le relais est pris par d'autres formes dont on parlera après. Deuxième élément important, élément de la réussite de ce programme, c'est qu'on a vu s'établir ici la collaboration entre l'État, qui est le promoteur de ce mouvement, et les villes qui acceptent de jouer le jeu. Donc il va y avoir un financement croisé, en gros 50-50 la plupart du temps, entre l'État central et les villes qui reçoivent cet équipement. C'est une des conditions de la réussite. Il fallait, pour que ces maisons de la culture soient vraiment intégrées à la vie municipale, que réellement les villes les prennent en compte et acceptent ce programme-là, qui non seulement suppose, la construction, donc participer au budget de construction, et deuxièmement, après à l'entretien, car ces équipements vont demander ensuite de l'argent pour fonctionner. Donc il faut prévoir les deux. Et ça suppose donc qu'il y a des négociations entre l'État et les villes pour l'acceptation de ces programmes, qui vont se révéler effectivement un peu coûteux quand même. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend de ce nouvel équipement? Alors là, je vous ai repris ce qui figure un petit peu dans le programme général des maisons de la culture, et le type de bâtiment et d'équipement qu'on attendait à ce moment-là. Alors, deux mots-clés que j'ai mis en exergue au début, là vous le voyez, le mot polyvalence et le mot transversalité, qui sont proches, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Polyvalence, en ce sens que dans ces lieux, il va y avoir juxtaposé différents types d'activités. Le théâtre, des concerts de musique, de la danse, des expositions, etc. Bon, différents types d'activités qui vont être réunis en un même lieu. C'est ça la polyvalence du lieu. La transversalité, c'est autre chose. C'est l'idée qu'en les juxtaposant, on va les inciter à avoir des communications entre eux.
et qu'il y aura forcément des spectateurs qui iront, par exemple, tout naturellement, du spectacle théâtral, mettons, à une exposition qui viendrait en complément du spectacle théâtral, ou autre chose. Vous voyez, on suppose que progressivement, les activités qui sont juxtaposées là vont entrer en communication et que les spectateurs ou les visiteurs vont eux-mêmes aller d'un domaine à l'autre, en sortant de leur domaine privilégié. Chacun d'entre nous a son dada et le type d'art qu'il aime, etc. Mais la Maison de la Culture a pour ambition précisément de vous pousser à sortir de vos activités privilégiées et d'aller en tâter d'autres. Voilà, c'était un peu aussi une des ambitions de ce programme. Vous remarquez au passage qu'il y a à la fois bibliothèque, le livre, discothèque, on est au début du micro-sillon et du disque qui devient un élément fondateur de la culture populaire, et classique aussi, avec la multiplication des enregistrements de grandes formations classiques, et de même que vous avez des salles d'écoute collective. À l'époque, on est encore un peu au tout début, à l'aube des masses médias modernes, et on est au début de l'ère de la télévision. La télévision est loin d'avoir gagné tous les foyers. Et on pense un peu de manière, rétrospectivement, on peut penser que c'était un peu ingénu, un peu naïf, mais malgré tout, il y avait l'espoir, ou l'idée en tout cas, qu'on pouvait envisager des écoutes collectives et que les gens viendraient assister au spectacle télévisuel ensemble et que ça serait un nouveau foyer de discussion autour d'émissions ou de films. Ce qui était un peu quand même le cas au début de la télévision. Certains d'entre vous sont assez âgés pour avoir connu l'époque où il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc, puis deux, toujours en noir et blanc, et que certaines émissions étaient presque un cérémonial national, un événement national, dont on causait dans les foyers précisément. Il y a eu des émissions mémorables. Moi je me souviens d'avoir vu des pièces de théâtre comme Les Perses d'Eschyle, qu'on n'avait jamais vues. Donc des millions de Français ont pu voir une pièce de la Grèce antique à la télévision, ou bien des émissions sur les cathares, en particulier qui a fait grand bruit à l'époque, ou sur les rois maudits, vous vous rappelez la série des rois maudits, etc. Je veux dire que la télévision à ses débuts, et certains réalisateurs et directeurs de production de la télévision avaient cette ambition d'en faire un instrument d'éducation populaire. Alors, on sait que ce n'est pas tout à fait ce qu'elle est devenue, mais les ambitions dans notre pays, à ses débuts, c'était un peu ça aussi. La télévision doit servir à l'éducation populaire, à la culture générale, et c'était un peu l'orientation d'un certain nombre de grands réalisateurs. Voilà, donc je veux dire ça parce que ça paraît un peu naïf maintenant quand on voit ce genre de programme, voilà, mais en réalité c'est sous-tendu par une réalité qui était celle de l'époque, des années 50 et du début des années 60. Mais alors, autre point, il fallait que autre point programmatique important, il fallait que l'architecture qui accompagne ce programme soit aussi à la hauteur de l'événement. Si on voulait donc proposer au peuple de nouvelles formes d'art et même l'avant-garde, il fallait aussi que l'architecture soit à la hauteur de ses ambitions. Donc les choix qui se sont faits en termes d'architecture ont été dans ce sens-là, et à part quelques exemples comme celui de Bourges par exemple, la plupart du temps on a fait appel à des architectes renommés ou même des véritables stars pour concevoir ces nouveaux équipements. Le premier d'entre eux, c'est celui qui s'ouvre au Havre, dont j'ai déjà parlé dans un chapitre précédent. C'était le chapitre consacré au musée, la naissance du musée moderne. Excusez-moi. Donc cette image, vous l'avez déjà vue, ceux qui étaient présents à ce cours du mois de janvier, c'était un de mes premiers cours. Alors, inauguration de ce nouveau lieu qui s'appelle, et vous voyez, l'appellation est assez curieuse, Musée Maison de la Culture. Donc c'est un peu, ça va un peu, c'est un peu un contre-exemple, pas tout à fait un contre-exemple, mais disons que c'est un peu différent du programme que je viens de vous énumérer. Dans cette nouvelle Maison de la Culture du Havre, qui est inaugurée en 1961, il n'y a pas de théâtre.
Alors, tout ce que je vous ai dit s'effondre. Je vous dis, bon, le théâtre, colonne vertébrale de la démocratisation culturelle, ne tient pas la route, car la première qu'on ouvre, il n'y a pas de théâtre. Bon, donc, c'est contradiction dans les termes. Néanmoins, elle est considérée comme une maison de la culture, elle reçoit cette appellation, mais elle a un programme de maison de la culture et un programme de musée. Car que le Havre, dont vous savez que a été, à quel point il a été sinistré, hein, la ville a été sinistrée par le bombardement de septembre 1944, à l'époque, le musée qui existait jusque-là, le musée des Beaux-Arts, a été complètement détruit. Et donc la ville du Havre veut construire un nouveau musée. L'idée, évidemment, va de pair avec la reconstruction générale de la ville sous la direction d'Auguste Perret, vous vous rappelez. Et donc c'est dans les années 50 que l'idée d'un nouveau musée se fait jour, et comme l'idée d'une maison de la culture émerge aussi à un moment donné à partir de la fin des années 50, on va coupler les deux. Et la ville du Havre va s'arranger avec l'État pour concevoir un musée. Ils reçoivent les deux, mais où il n'y aura pas de théâtre, comme je viens de le dire. Voilà une photo prise le jour de l'inauguration, le 24 juin 1961, devant la statue, enfin la sculpture qui se trouve devant l'entrée, et qui est toujours d'ailleurs, hein, aujourd'hui, qui s'appelle Le Signal. Là, aujourd'hui, cette maison de la culture, vous voyez, qui est, quand je vous disais qu'il y a des choix architecturaux un peu avant-gardistes, il s'agit de donner d'offrir une architecture qui soit digne du contenu qu'on attend de ce lieu. Donc une architecture moderne de la fin du XXe siècle, répondant à ces besoins nouveaux. Alors vous la voyez comme elle s'inscrit dans le paysage urbain du Havre, qui est constitué principalement de ces blocs conçus par l'équipe d'Auguste Perret, d'une hauteur homogène. Vous voyez, le bâtiment s'inscrit parfaitement, tout en étant quand même en rupture esthétique avec l'environnement d'Auguste Perret. Voilà, maintenant une vue plus rapprochée, vous voyez, alors là j'ai repris quelques diapos que vous avez déjà vus, hein, et donc ne soyez pas surpris, c'est déjà des choses vues, mais je les reprends ici dans un autre contexte. Alors, vous voyez en particulier le beau travail qui est effectué pour faire entrer la lumière naturelle dans ce bâtiment, à la fois par les grandes parois vitrées latérales, mais aussi par le système qui a été mis au point par Jean Prouvé pour filtrer la lumière solaire verticale et la doser, si vous voulez, pour rentrer à l'intérieur de l'espace du musée. Voilà, de nuit, on voit bien là à la fois l'ossature générale, la couverture avec le système de filtration de la lumière et les grands panneaux vitrés. Alors, rupture avec la vision traditionnelle des musées ou des lieux de culture traditionnels. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus la façade monumentale qui d'habitude accueille les visiteurs. Et on entre tout naturellement, je dirais, au ras de la rue, comme vous pouvez le voir ici, sans emmarchement particulier, sans cérémonie, je veux dire, dans cette maison de la culture qui s'offre comme ça aux visiteurs, au ras du bitume, hein, c'est le cas de le dire, vraiment au ras de la voirie. Ça, c'est une rupture par rapport à la vision traditionnelle des lieux de culture qui sont plutôt juchés sur un piédestal, comme les grands musées des Beaux-Arts qu'on a vus jusque-là au XIXe siècle. À l'intérieur, là, on est dans le dispositif du jour de l'inauguration, c'est-à-dire les concepteurs du musée veulent faire la démonstration que ce lieu est modulaire, qu'on peut justement y pratiquer plusieurs activités successivement, sans changement majeur. Alors le jour même de l'inauguration, on va avoir successivement l'accueil du ministre et la visite des lieux et, alors, du musée et du lieu, donc un premier dispositif d'accueil, puis il y aura, on le voit ici sur la photo, dispositif pour un concert de musique, 2 heures après, puis une fois le concert fini, on plie bagage et on retrouve le dispositif de départ pour accueillir cette fois le grand public, après avoir accueilli d'abord les officiels. Puis une fois que 2 heures après que le public a visité les lieux, on replie et on installe, on prévoit une installation pour faire une projection d'un film, qui est d'ailleurs remarquable, c'est le fameux Napoléon d'Abel Gance, qui est projeté ce jour-là un petit peu en avant-première.
Alors voilà, ils ont fait la démonstration que le lieu est polyvalent, qu'il est modulaire, qu'on peut l'adapter à différents fonds. Et les cimaises, une composition de Matisse en particulier, vous voyez comment l'accrochage également est tout à fait novateur par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans un musée. J'ai commencé par la Maison de la Culture du Havre parce que c'est la première en date, mais elle ne correspond pas vraiment au schéma qui est celui fixé par le programme général du ministère. Deuxième exemple, qui lui aussi est un peu bâtard, je pourrais dire, c'est une création de Le Corbusier. Donc, vous voyez que quand je parle des grandes pointures d'architecture, en voilà une. Nous sommes à Firminy, dans le département de la Loire, c'est-à-dire près de Saint-Étienne. Firminy est une ville de la conurbation de Saint-Étienne, une ville minière, houillère et sidérurgique, et où il y a donc un passé industriel qui commence à décliner à ce moment-là. Et le nouveau maire de la ville, qui est Claudius Petit, ministre de la reconstruction et du logement, en 45, 46, 47, c'est lui qui justement a tout fait pour que Le Corbusier puisse construire à Marseille la fameuse unité d'habitation que tout le monde connaît. Donc il a des liens particuliers avec Le Corbusier, qu'il a encouragé et fait travailler, et il le convoque ici pour un nouveau quartier qu'on appelle Firminy Vert, au-dessus de la vieille ville. On crée un nouveau quartier inspiré un petit peu des cités-jardins, vous voyez, une ville nouvelle gagnée par les espaces verts, la lumière, le soleil, au-dessus des miasmes du sillon industriel du 19e siècle. C'est ça, Firminy Vert, qui est confié notamment à Le Corbusier pour l'aménagement urbain. En fait, en France. Il y en a fait plus important ailleurs, en Inde, mais en France, c'est l'espace urbain le plus important, qui comprend, et c'est symptomatique de l'esprit du temps, en son cœur, il y a une maison de la culture, ici, un stade, une église, une piscine, et une autre salle que j'ai oubliée par là. Mais vous voyez qu'au cœur de ce Firminy Vert, il y a précisément, vous vous rappelez, Léo Lagrange, hein, sport, loisirs, culture, hein, ce qui figure au fronton de beaucoup de bâtiments publics à l'époque, comme le centre Léo Lagrange de Séméac, où il y a longtemps, art, loisirs, culture sur le côté. Hein. Donc on est au cœur de ça, art, loisirs, culture, sport, hein, c'était ça un petit peu l'esprit du Front populaire revisité dans ces années 60. La maison de la culture sont construits à l'emplacement d'une ancienne carrière qui a été aplanie, dégagée et qui va servir d'esplanade générale à ces installations. Alors ce bâtiment est assez intéressant sur le plan architectural. Je ne vais pas trop le détailler parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui hein, de mon topo. Moi je m'intéresse à la maison de la culture. En fait, au départ, ce n'est pas une vraie maison de la culture. C'est curieux, aujourd'hui, je commence à vous parler de maison de la culture et je prends deux exemples qui sont un peu tordus. Hein, je fais exprès pour vous montrer qu'il y a des formules différentes possibles à partir d'un programme général. Au départ, c'était une maison qui était plutôt appelée maison de la jeunesse et de la culture. Car vous savez bien que dans nos villes, il y a souvent, se sont construits depuis les années 50, ce qu'on appelait les MJC, Maisons des jeunes de la culture. Alors peut-être que vous posez la question, mais alors, il y a des maisons de la culture et il y a des maisons des jeunes de la culture. Et quelle est la différence entre les deux? Bon, c'est pas du tout le même type d'installation, ni de problématique. Dans les maisons de la culture malrussienne, si j'ose dire, de Malraux, il y a l'idée, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, qu'il s'agit d'apporter la haute culture, quel que soit son domaine, aux gens, au peuple, bon, avec cette idée donc on est dans un mouvement descendant du sommet vers la base. Les MJC, c'est un peu l'inverse. C'est des lieux où on va permettre aux jeunes en particulier, mais pas que les jeunes, à toute personne, de pratiquer un art particulier
et de trouver un lieu où il peut s'exercer, recevoir des conseils. Vous voyez, les MJC ont plutôt pour fonction de vivifier les pratiques amateurs, que ce soit du théâtre amateur, de la musique amateur, etc. Vous voyez, il y a des tas d'activités qui sont ainsi reçues dans ces établissements qui ont des animateurs. Hein, il y a des animateurs de ces MJC qui ont pour rôle précisément de permettre aux gens et aux jeunes en particulier de pratiquer leurs arts favoris et éventuellement de les ouvrir à d'autres pratiques artistiques. Alors vous voyez qu'on est vraiment dans deux registres complètement différents. Et Malraux tient à cette séparation. Lui, il ne veut pas qu'on mélange les torchons et les serviettes. Hein. La haute culture, c'est une chose. La culture amateur, ça n'a rien à voir. C'est tout à fait autre chose. Hein. Bon, donc il ne faut pas mélanger ces domaines qui, à ses yeux, sont presque étanches, en quelque sorte. Hein. Alors la maison de Firminy, pour revenir à ce lieu, elle était, elle, au départ, conçue plutôt comme une maison des jeunes et la culture. Mais finalement, on a considéré que, étant donné quand même l'ampleur de ce programme, vous voyez le bâtiment, ça pouvait quand même se transformer en une sorte de maison de la culture, même si l'architecture n'est pas très bien adaptée. Alors voilà, de plus près, vous voyez, avec cette façade oblique là, qui s'élève au-dessus de l'ancienne carrière, avec ces fenêtres qui sont teintes avec les couleurs fétiches de Le Corbusier. Vous savez, il utilisait beaucoup les couleurs pures pour les fenêtres ou les portes et les ouvertures. En voilà un bel exemple ici. Et puis, ah oui, j'ai oublié de dire quand même à Firminy, il a construit aussi une unité d'habitation. Hein. Sur la photo, là, voilà, ici, ce bâtiment Courrier, c'est une unité d'habitation comme la cité, comme l'unité d'habitation de Marseille. Hein. Donc c'est un des 4 ou 5 exemples de cités qu'a construit Le Corbusier en France et en Allemagne. Alors ici, je reviens à mon topo, voilà, nous voici de cette façade qui donne sur le stade, qui est là en contrebas, et là il y a un théâtre de plein air, vous voyez, avec cet escalier qui permet de circuler du bâtiment lui-même à l'espace qui est prévu pour le théâtre de plein air, adossé à la falaise. Ça n'a pas trop fonctionné, hein. Ça fait partie aussi des choses un peu utopiques parfois, mais qui restent souvent lettres mortes. Voilà l'autre façade, vous voyez, avec... on est en pleine période brutaliste, hein, pour le coup. Vous voyez comment on est dans le béton, brut de décoffrage, laissé dans son état après décoffrage, avec l'usage des couleurs vives pour agrémenter ces pare-soleil ou ces brises-soleil verticaux qui sont très à la mode à l'époque. À l'époque, rappelez-vous, la bibliothèque municipale de Tarbes, des Jardins Massé. Voilà, une des parties les plus spectaculaires, c'est une façade latérale avec cette empreinte dans le béton qui constitue comme un bas-relief, si j'ose dire, dans le béton, creusé dans le béton, et qui est également très à la mode à l'époque. Hein. On travaille beaucoup la matière béton, on la sculpte, on la modèle. Exemple au lycée d'Argelès, où les poteaux porteurs en béton du gymnase sont également en quelque sorte sculptés par ce genre de procédé. C'est un peu la même époque, hein, c'est pour ça que je les rapproche. On est fin des années 50, début des années 60. Voilà l'intérieur avec le foyer. Il y a 2 foyers. Un premier foyer de dimension assez réduite, qui reste donc foyer, et puis un autre foyer qui est un peu plus vaste et qui a été aménagé pour devenir une petite salle de spectacle. Mais à vrai dire, ce n'est pas vraiment une vraie belle salle de spectacle comme celles qui s'offriront dans les autres maisons de la culture. Comme l'exemple le plus réussi, j'arrive enfin à ma démonstration, voilà l'exemple type de la maison de la culture telle qu'elle a été voulue et qui va réunir vraiment tous les équipements demandés dans le programme général. C'est la fameuse maison de la culture de Grenoble qui est construite à partir de 1965 dans le cadre de Grenoble, capitale des JO d'hiver de 68. Hein, ceux qui ont mon âge ou près de mon âge se souviennent avec émotion peut-être des victoires éclatantes dont la France est glorifiée à ce moment-là,
de Quilly, Guachel, etc. C'est ces JO-là, de 68, où Grenoble devient la capitale des JO d'hiver. Alors dans ce cadre-là, précisément, on va avoir la conjonction de deux acteurs. J'ai dit tout à l'heure, hein, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait un accord étroit entre l'État et les villes. Alors là, on va avoir un cas de figure tout à fait exceptionnel. En vue des JO de 68, l'État met le paquet. Il faut que le prestige de la France soit à la hauteur de l'événement. Donc on ne va pas lésiner sur l'argent. Et de même, à Grenoble, il y a une nouvelle municipalité qui vient d'être élue, en 65, qui est dirigée par Hubert Dudebout. Alors Hubert Dudebout, à l'époque, c'est intéressant à noter, il fait partie d'un courant politique qu'on pourrait qualifier de mendésiste. À l'intérieur de la SFIO, à l'époque, la SFIO, elle était en pleine capilotade. Hein. La SFIO a été laminée par la victoire gaulliste de 58 et des années qui ont suivi. Donc à l'époque, la SFIO, elle cherche ses marques. Et bon, on est à une époque où on patauge assez largement sur l'avenir de ce parti. À l'intérieur de ce parti se dessine, à côté des vieux apparatchiks comme Guy Mollet, il y a un nouveau courant qui se fait jour, qui se reconnaît plutôt dans la pensée politique et les actes politiques de Mendes France, si vous voulez, grosso modo. Et va se structurer comme ça tout un courant de nouveaux responsables socialistes qui vont essayer de renouer avec ce qu'était l'esprit du socialisme municipal d'antan, d'avant-guerre, des années 20 et 30, lorsque les banlieues ouvrières étaient à l'époque en grande partie entre les mains de la SFIO et que s'élaboraient des programmes sociaux comme les HBM, les stades, les écoles, les piscines, etc. Il y avait tout ce qu'on appelait le socialisme municipal. Et ils essaient de renouer avec cet esprit-là, et ainsi apparaît dans le paysage politique et municipal français de nouvelles équipes qui ont pour objectif de moderniser en quelque sorte le pays, de contribuer à la modernisation du pays qui est en cours. On est en pleine Trente Glorieuses, hein. Donc on est vraiment dans l'esprit du temps, et de proposer une nouvelle façon de gouverner les villes à l'écoute de ses citoyens, en développant des formes d'écoute, de collaboration entre la population et les édiles, en essayant d'imaginer, vous voyez, des formules qui renouent avec un peu la démocratie à l'ancienne, en quelque sorte. Alors voilà, ça, je vous dis ça parce que c'est important de comprendre la conjonction de ces deux volontés politiques, l'État gaulliste de l'époque et son ministre, Malraux, et en même temps les responsables locaux qui sont aussi dans la même optique pour que les JO de Grenoble soient une réussite à tout point de vue. Et un nouveau quartier voit le jour à Grenoble, au sud. C'est l'amorce du Grenoble Sud d'aujourd'hui, la ville neuve de Grenoble, avec en fer de lance la nouvelle maison de la culture, qu'on va rapidement appeler le Cargo, de par sa forme, vous voyez, une espèce de poupe ou d'étrave qui caractérise cette architecture. Et puis il va y avoir le village olympique, le village des athlètes, le village de la presse, qui vont, après les Jeux, être reconvertis en habitation moderne pour HLM, de type HLM en gros, hein, amorce d'un nouveau quartier de la nouvelle ville de Grenoble, celle qui aujourd'hui pose tant de problèmes. Précisément. Grenoble est devenue une ville où il y a pas mal de problèmes de délinquance et autre chose, et que ça se situe en particulier au sud, précisément dans ces quartiers qui sont nés à ce moment-là. Voilà une vue aérienne qui vous montre un petit peu cette maison de la culture absolument spectaculaire, qui offre donc toute une gamme de services qui étaient tout à fait inédits jusque-là. Avec en particulier, ah oui, voilà, à propos de Grenoble, encore un mot. Oui, ces photos, je les ai prises aussi parce que vous remarquez, bon, dans cette photo-là, à gauche, à quel point Grenoble est une ville très dynamique à ce moment-là. C'est une des villes les plus dynamiques de France, où l'on voit pousser, vous voyez, les immeubles nouveaux. On voit que c'est une ville qui profite à plein de l'industrialisation moderne, etc. C'est la ville de l'électrotechnique, hein, Grenoble. Bon. Et notamment, aujourd'hui, c'est une des villes de high-tech à la française. Hein.
dans la foulée de cette époque-là. Donc voilà une ville qui se transforme à vue d'œil, avec des immeubles très spectaculaires, vous voyez comme ici, dans ce quartier de l'Île Verte, en bordure de l'Isère, et qui est donc une des manifestations de ce dynamisme municipal de Grenoble. Voilà un plan d'ensemble à l'époque, avec, vous reconnaissez le cargo là, avec sa grande salle pour le théâtre ou la danse par exemple, une salle ici plutôt destinée à des spectacles de type concert en général, ici une troisième salle plus petite pour le cinéma ou des formats plus réduits, une salle d'exposition pour des grandes expositions d'art plastique, et puis tout un tas de services qui sont offerts à la clientèle, pardon, c'est pas une clientèle, aux usagers de ce lieu, notamment, et il faut le noter, une crèche. On est en plein baby-boom. Et en plus, non seulement les enfants sont nombreux, mais en même temps, on veut que la situation laborieuse et qu'il y a des enfants puissent venir au spectacle. Donc, on modifie les horaires, on adapte les horaires pour que les gens puissent venir assez tôt, et on crée des services pour leur permettre momentanément de laisser leurs enfants, d'assister à un spectacle, de les récupérer après. Vous voyez, il y a tout un esprit qui va avec, de manière à faciliter la vie des gens et leur permettre de venir effectivement prendre un bain de culture et d'art. Voilà, alors voilà cet exemple-là qui sera une pleine réussite. Aujourd'hui, on ne l'appelle plus le cargo, officiellement on l'appelle MC2, c'est-à-dire Maison de la Culture numéro 2, mais pour Grenoblois, ça reste quand même le cargo parce que cette forme de poupe a été conservée. Mais tout a été transformé aujourd'hui. Dernier exemple pour aujourd'hui de ces maisons de la culture, c'est celle du Havre, qui est un peu la dernière, presque parmi les dernières en date. 20 ans après le musée Maison de la Culture que je voulais présenter en premier, c'est pour ça que je voulais présenter aussi, pour montrer que 20 ans après, la même ville ouvre un nouveau lieu qui est vraiment une maison de la culture. Donc désormais au Havre, il y a le musée des Beaux-Arts, l'ancienne maison de la culture, qui est uniquement musée des Beaux-Arts aujourd'hui, d'ailleurs très intéressant, qui est consacré notamment aux enfants du pays, c'est-à-dire les impressionnistes. Hein. C'est la plus belle collection d'impressionnisme hors de Paris. Donc ça vaut la peine d'aller le visiter. Hein. Et alors, vu la muséographie que je vous présentais, c'est un lieu magnifique. Hein. Donc la Maison de la Culture quitte définitivement le musée et va s'installer dans un autre quartier de la ville, au cœur de la ville d'ailleurs. Hein. Ici c'est la place de l'hôtel de ville, ici. Et ça, c'est la rue principale du centre du Havre, qui s'appelle la rue de Paris. Oui, donc on est vraiment au cœur de la ville, et pas dans un quartier marginal. Et on confie ce chantier à un architecte brésilien, que vous devez sans doute connaître, Oscar Niemeyer. Alors pourquoi Oscar Niemeyer? Alors là encore, il faut faire un peu d'histoire politique, en quelque sorte. Hein. À l'époque dont nous parlons, là, dans les années 70, Le Havre est une municipalité communiste. Je vais parler du socialisme municipal, animé par un courant de la SFIO. À la même époque, au Parti communiste, on essaie aussi de se mettre au goût du jour et d'offrir une sorte de façade municipale dans un certain nombre de villes qui ont été conquises par le Parti communiste, soit avant-guerre, soit après-guerre, et où on va s'efforcer de montrer ce que le parti a de mieux. Ce qu'il considère comme, disons, ce qu'il a de mieux à montrer au peuple français, ses réalisations d'ordre social et culturel. C'est le cas des grandes municipalités de la banlieue de Paris, hein, Ivry, Vitry, Montrouge, Malakoff, Montreuil, Saint-Denis au nord. Tout ça, c'est des municipalités contrôlées par le PC depuis la Libération. Et on s'efforce d'offrir là une vitrine de communisme municipal avec des équipements culturels de haut niveau. Au Havre, il y a une municipalité communiste depuis les années 60, qui sera renversée par ensuite, dans les années 2000, je crois, par une municipalité de droite, ce qu'elle est toujours aujourd'hui. Avec Philippe, comment il s'appelle? Ouais. Gérard, Édouard. Oui, voilà,
Excusez-moi. C'est pas Jean-Philippe, non. Bon, alors, Oscar Niemeyer, qu'est-ce qu'il vient faire là? Ben, Oscar Niemeyer, lui, c'est un communiste brésilien. C'est un vieux communiste brésilien qui a dû quitter son pays parce qu'à ce moment-là, le Brésil de ce moment-là, c'est le Brésil des militaires. C'est le Brésil de la dictature militaire qui s'est installée par un coup de force, en 1965, me semble-t-il, et qui va régner pendant 20 ans, par la terreur en particulier, par la répression en tout cas, et qui va menacer beaucoup de gens de gauche. En gros, il y a un film récent, Je suis toujours là, qui est passé récemment au Parvis, qui retrace cette histoire, et ça a eu beaucoup d'écho au Brésil, parce qu'au Brésil, il y a un grand débat actuellement entre les bolsonaristes et les non-bolsonaristes. Et donc la question de la dictature militaire est au cœur de ça, car Bolsonaro est un nostalgique de la dictature militaire. Alors, à l'époque, Niemeyer est obligé de quitter le Brésil, parce qu'il est vraiment menacé, et il trouve refuge en France, où il y a un parti communiste bien implanté qui l'accueille, et qui va lui donner, non seulement l'accueillir, mais lui donner des chantiers. C'est à l'époque où le PC refait son siège rue du Colonel Fabien, que vous connaissez peut-être, près de la Villette, là. Et donc dans la foulée, la municipalité du Havre offre un nouveau chantier à Oscar Niemeyer, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle maison de la culture. Le chantier dure, vous le voyez, quasiment une dizaine d'années, parce qu'entre l'idée de départ et la réalisation finale, ça va s'étirer pendant pas mal d'années, avec des problèmes de financement et également de discussions sur les choix esthétiques, car évidemment, le choix proposé par Niemeyer, qui est un adepte, vous voyez, de ces formes aérodynamiques un petit peu, on a souvent parlé à propos de son style de modernisme tropical, comme à Brasilia, c'est tous les bâtiments de Brasilia. Alors ici, justement, parfois, ça va rencontrer, disons, une certaine... comment dire, certains doutes dans la population. À l'époque, Le Havre est encore une ville qui est fortement décriée pour son architecture héritée de Perret. Vous voyez le contresens? C'est Perret qui a construit le Nouveau Havre sous une municipalité de droite. Et lorsque le PC prend le pouvoir dans la ville dans les années 70, on va accuser le PC d'avoir introduit une architecture stalinienne. Je vous retrace un peu les polémiques qu'il y a eu à l'époque, vous voyez, à propos de l'architecture moderne. C'est intéressant à noter parce que maintenant, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du coup, c'est devenu du dernier chic d'aller se promener au Havre, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Vous voyez, donc, vous voyez comment la perception de l'architecture moderne est parfois au centre de la vie politique. Ce n'est pas que de l'esthétique, l'architecture. Et alors là, on est vraiment, justement, dans ces problématiques. On va reprocher à Niemeyer de proposer une architecture par trop révolutionnaire par rapport à son environnement immédiat. En fait, cette architecture s'intègre très bien, elle respecte les gabarits généraux de la ville, elle ne dépasse pas des 5 ou 6 niveaux des immeubles de Perret, donc elle est parfaitement à sa place. Et dans l'esprit d'une ville moderne qui s'est construite au XXe siècle, qui s'est reconstruite au XXe siècle, ça ne départ pas du tout, au contraire. Alors, comment c'est constitué? Vous voyez, elle occupe un îlot complet, avec une sorte de plateforme ici. Je reviens un peu en arrière, la voilà telle qu'elle est à l'origine. La plateforme avec un niveau inférieur, ici, là, qui est ouvert, comme une galerie ouverte, par laquelle on accède par des rampes, des marches d'escalier, ou bien ici, une sorte de spirale, vous voyez, d'escalier spirale ici, de rampe plutôt, c'est pas un escalier, une rampe, justement dans le style de Niemeyer, un peu baroque tropical. Et donc il y a 2 niveaux, le niveau de la rue, la dalle de la rue, et puis le niveau inférieur où il y a les entrées vers les différentes activités. Ça, c'est tel qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a connu le lieu a connu une rénovation profonde il y a depuis 10 ans, et donc ça a bouleversé pas mal de choses. En particulier ici, c'est fermé, alors qu'à l'origine c'était ouvert, fermé par des vitrages. Ben, grosso modo, l'ensemble est resté à peu près dans son jus. Alors il y a un grand
Alors on l'a appelé très vite le volcan. Vous voyez pourquoi, hein, de par sa forme. Certains, un peu plus médisants, on l'appelait le pot de yaourt. Parce qu'à l'époque, on avait des pots, vous voyez, il y avait des pots un peu en forme conique comme ça. C'était les plus répandus, donc ça serait appelé le pot de yaourt. Bon, partie des polémiques de l'époque, dans la presse. En tout cas, c'est une forme inédite dans le paysage urbain. Et Niemeyer a tenu à ce que, là encore, vous voyez, les traces du branchage, les traces du coffrage du béton restent apparentes. Ça a été enduit, mais avec un enduit suffisamment léger et translucide pour que, à travers, on voit bien les traces du coffrage de béton. Donc on est toujours dans le même esprit, vous voyez, qui perdure, hein, de ce brutalisme qui a été très à la mode dans ces années 60-70. Et voilà, bon, un exemple des formes tout à fait qu'affectionne Niemeyer, avec beaucoup de courbes, de contre-courbes. C'est pour ça qu'on a parlé à son sujet d'une sorte de baroque moderne, vous voyez, la reprise de forme baroque avec des techniques modernes. Une main qui est un moulage de sa propre main. J'ai oublié de dire que la forme générale, ici, c'est une colombe de la paix. Vous voyez là? Oui. Et puis voilà, bon, quelques vues à quoi ça ressemble aujourd'hui, avec une partie où il y a la principale salle de spectacle et une autre partie qui est plutôt dévolue aujourd'hui à la bibliothèque municipale. Voilà. Donc, voilà ce dernier exemple. Et avec lui, bon, on est vraiment dans la décennie où s'achève cette grande aventure de la construction des nouvelles maisons de la culture. Une dernière vue nocturne qui vous montre un peu comment ce lieu s'insère dans l'architecture générale de la ville, au bout du plus vieux bassin de la ville aujourd'hui, le bassin Vauban, ici, et à l'horizon, vous voyez, un autre lieu tout à fait intéressant, qui est la tour de l'église Saint-Joseph, qui est un des chefs-d'œuvre d'Auguste Perret, qui domine la ville, et qu'il est vraiment intéressant de visiter. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller visiter l'église Saint-Joseph. Alors voilà pour ma partie consacrée aux maisons de la culture. Des suggestions de visite à travers 3 exemples que je n'ai pas pu traiter auparavant en janvier-février. Il rame un peu. Bien, les fondations privées, vous rappelez ce titre, les fondations privées, vecteurs de la modernité architecturale et support de la création contemporaine. On a vu la fondation Vuitton à Paris, etc. Bon, les grandes fondations que vous connaissez maintenant. Alors maintenant, on va voir 3 autres lieux. Voilà. Et le premier lieu, bon, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, à Santander, le Centro Botin, qui est nouvellement ouvert depuis, vous voyez, très peu, 2017, grâce au travail, encore une fois, magnifique, de Renzo Piano, dont je ne me lasse pas de vanter les mérites, parce que c'est vraiment un des grands architectes du XXe siècle. Donc Renzo Piano, dont vous savez tous que c'est l'auteur du Centre Beaubourg, Centre Pompidou à Paris, qui a été son point de départ, qui a lancé sa carrière internationale. Mais là, bon, c'est un vieux monsieur, il a 80, je dirais 6-7 ans, par là, Renzo Piano. Donc il est vraiment en fin de carrière, et il ne manque pas de produire quelques chefs-d'œuvre, toujours, dont celui-ci, qui se trouve à Santander. Donc, quand vous allez à Bilbao, vous poussez un peu plus loin, vous continuez sur l'autoroute, et 1h30 après, en gros, vous êtes à Santander. Voilà. Et vous pouvez découvrir ce lieu, qui peut être moins spectaculaire que la fondation Guggenheim de Bilbao, mais qui mérite quand même notre attention. Alors voilà ce nouveau lieu qui a été édifié en bordure de la baie de Santander, que vous voyez à l'arrière, et qui est constitué de 2 bâtiments, qu'on voit très nettement. L'un est consacré à droite plutôt à l'exposition, à des expositions. Alors, il n'y a pas vraiment de fond permanent. Il y a un petit fond permanent qui est constitué par les collections personnelles de la famille Botin, qui est à l'initiative de ce lieu. Donc c'est
quand elles sont montrées là, avec l'exposition temporaire. Il y a 2 niveaux, avec des très grandes salles qui sont adaptées vraiment à l'art d'aujourd'hui, à l'art contemporain. Et la partie ici, qui est plus petite, est plutôt consacrée au travail de médiation. C'est là qu'il y a auditorium, salle de projection, salle de réunion, vous voyez, ce qui est plutôt dévolu à la partie médiation et lien avec le public. Voilà. Un mot quand même de Botín, de la famille Botín. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les Botín. Mais en Espagne, c'est connu quand même. Les Botín, c'est parmi les grandes fortunes du pays. La famille Botín, c'est les fondateurs et les principaux actionnaires du Banco de Santander. Et le Banco de Santander, c'est la première banque espagnole, quand même, hein. Bon, le groupe Santander, c'est la première banque espagnole. Donc, on a affaire vraiment à des très grandes fortunes qui ont acheté de l'art contemporain et qui ont décidé à un moment donné, pour rivaliser un petit peu avec le Guggenheim de Bilbao, par exemple, il y a quand même une compétition entre les villes espagnoles, pour rivaliser un petit peu avec le Guggenheim de Bilbao ou le Kursaal de Saint-Sébastien, que je vous ai montré, la salle de concert de Saint-Sébastien. Voilà, c'est le 3e lieu qui s'implante sur la côte cantabrique au nord de l'Espagne. Alors, une autre vue, vous voyez, vue du sol cette fois, avec en bordure du jardin public qui mène à cet endroit-là. Vous voyez, on voit très bien les deux ailes, avec déjà, vous voyez, peut-être mieux que dans la précédente, c'est une sorte d'envol du bâtiment au-dessus du sol, qui est donc construit sur pilotis, à la manière de Le Corbusier, on pourrait dire, et qui s'avance carrément jusqu'au bord de la baie, au bord du quai, là, hein, presque prêt à l'envol. C'est en tout cas l'impression qu'il donne, et qui a été voulu par Renzo Piano. Alors, un coup d'œil justement sur l'environnement, et vous vous rappelez que je vous ai fait un cours sur les musées et les remodelages urbains. Alors voilà un bel exemple. Création d'un musée à un endroit où il y avait, là, jusqu'à il y a donc 15 ans, on va dire, c'était un parking et un quai où on embarquait sur des ferries. En fait, c'était ça. C'était un bout de port commercial avec l'embarquement des ferries. Et donc, il y avait de vastes parkings où on pouvait laisser des voitures. Et donc, la ville de Santander était ici coupée de son rivage. Il y avait une voie rapide qui passait là, les parkings en question et des quais d'embarquement. Donc, c'était vraiment un port vraiment commercial, industriel. Comme le reste de la baie d'ailleurs, hein, parce que quand on rentre à Santander, je ne sais pas si vous connaissez la ville, en venant de Bilbao, on rentre par une partie très industrielle et qui n'est pas du tout agréable, hein, alors que l'autre partie de Santander, la ville de la villégiature, est beaucoup plus charmante et accueillante. Mais la ville de Santander en tant que telle n'est pas terrible, hein, pas une belle ville en tant que telle, hein. C'est un beau site, mais ce n'est pas une très belle ville. En tout cas, voilà, ils ont remodelé cet endroit, ils ont enterré la voie rapide qui passe là et qui ressort par là-bas. Ils ont réaménagé tout ça, ils ont transformé le parc public et ils l'ont amené jusqu'au bord de la mer quasiment. Et donc au total, ça a transfiguré complètement cette partie de la façade maritime de la ville. Voilà, vous voyez, sur une coupe, un plan en élévation latérale, on voit comment, vous voyez, le bâtiment s'avance carrément au-dessus des flots, en quelque sorte, supporté par ces pilotis ici. Et puis là, vous voyez un écran géant, qui permet éventuellement, comme vous le voyez sur la photo, de faire des projections en plein air, quand le temps le permet. Parce qu'on est sur la côte cantabrique quand même, hein. Donc je ne sais pas si vous connaissez la côte cantabrique espagnole, de la Galice au Pays Basque, hein, il y a beaucoup de jours de pluie et de vent, hein. Et alors les projections de plein air, bon, elles sont prévues, mais quand le temps le permet, hein. Mais donc en tout cas, il y a un théâtre avec des gradins de plein air ici, à l'extérieur, qui permet, ou des performances genre chanteurs, hein, pop musique et autres, ou bien des projections de films. Et justement, pour tenir compte du climat souvent nuageux, couvert et gris de cette région, Renzo Piano a choisi de recouvrir l'ensemble du bâtiment de disques de céramique. Il y en a 280 000.
Donc ça fait pas mal. 280 000 disques de céramique de couleur blanc, nacré, un peu ivoire. Vous voyez dans ces couleurs, teintes-là, en tout cas suffisamment claires et réfléchissantes pour que le moindre rayon de soleil se répercute immédiatement et donne de la vie à ce bâtiment. Alors voilà, justement, hein, j'ai pris quelques photos avec un rayon de soleil et vous voyez que ça change complètement, ça transfigure complètement le revêtement qui devient très vivant avec des reflets tout à fait intéressants sur toute la surface du bâtiment. Alors, de plus près, vous voyez, autre point important, Renzo Piano a choisi de nous faire une architecture de type maritime. C'est l'architecture navale quasiment, avec des citations, on pourrait dire, tirées de l'architecture navale. Escalier, plateforme, coursive, échelle. On est dans le vocabulaire de l'architecture navale, avec les circulations sur un paquebot ou sur un cargo. Vous voyez, donc c'est vraiment la métaphore qu'a choisi Renzo Piano comme principe constructeur et esthétique également du bâtiment. Voilà, alors ça se prête évidemment à des manifestations diverses, à l'occasion de vernissage d'expositions par exemple, et à condition qu'il fasse beau. Et alors là, vous voyez un bel exemple ici, cette photo où je vous ai pris, vous voyez, ces coursives et tout cet univers, vous voyez, de la construction navale qui préside à ce bâtiment. Ou ici encore, vous voyez, alors quand on est au bout de ces coursives, en quelque sorte, on est vraiment au-dessus des flots, en quelque sorte. Il faut imaginer, quand il y a un peu de vent et qu'il y a un peu de vagues, c'est quand même assez suggestif. Et à l'intérieur, on a de très grands volumes, avec une hauteur sous plafond de plus de 5 mètres, ce qui permet donc des très grandes installations s'il le faut. Voilà. Et pour terminer, vous voyez ici, il y a une grande ouverture sur la baie où on peut assister à la circulation des navires, en particulier les ferries dont je vous parlais tout à l'heure, puisque Santander est relié par la compagnie Brittany Ferry, qui est une compagnie bretonne, hein, qui a son siège à Roscoff. Elle est reliée à Roscoff, elle est reliée à Cherbourg, elle est reliée à Portsmouth en Angleterre et en Irlande, à Cork. Donc ce qui fait que de là, vous pouvez, et les camions en particulier, peuvent circuler vers le nord de l'Europe, et vers les îles britanniques. Voilà. Alors, deuxième site. Bon, ça va. Deuxième site, alors là, hop, on va faire un saut, on va traverser la France et on va se retrouver du côté de l'Alsace, du côté de Bâle, à la sortie de Bâle. Le site Vitra, à Weil am Rhein, précisément. Weil am Rhein, c'est en Allemagne. Alors, où sommes-nous exactement ? Voilà une carte, vous voyez Bâle, la ville de Bâle ici. Vous savez tous que le Rhin passe à Bâle. Et à Bâle, il fait un grand coude comme ça. Il vient de l'Est et il s'oriente vers le Nord. Il rentre dans la plaine d'Alsace, ici, à partir d'ici, et le pays de Bade en Allemagne. Donc Bâle est ici. Et la localité dont je vous parle ici, c'est Weil am Rhein. Vous voyez que c'est la première localité en Allemagne quand on passe la frontière en sortant de Bâle. Alors pourquoi c'est installé ici ? Parce que précisément, il s'agit d'une entreprise d'origine suisse qui a son berceau dans l'agglomération de Bâle, fondée par les parents du propriétaire actuel. Et le propriétaire actuel, leur fils, a décidé, à la suite de l'incendie, de déplacer l'usine, la fabrication, et de s'installer dans une nouvelle usine, à la limite de Bâle, si vous voulez, en territoire allemand. Mais c'est quasiment la ville de Bâle, hein, c'est la banlieue de Bâle. Voilà. Et en face, c'est la France, avec Saint-Louis, par exemple. Et puis, ici, plus au nord, vous avez Mulhouse, vous voyez, l'aéroport de Mulhouse, Mulhouse-Bâle, ici. Voilà. Alors, voilà une vue aérienne qui vous montre cette entreprise Vitra, qui est un véritable parc architectural, effectivement. C'est pour ça que je vous la montre. Et pour vous suggérer une visite, si vous allez dans le coin, ne manquez pas, j'en profite pour vous le dire, Bâle, c'est un haut lieu de l'art, hein, de l'art contemporain. Vous connaissez Art Basel, c'est la plus grande foire d'art contemporain au monde, hein, l'Art Basel. Donc, à part ça, ça, c'est pour les grandes fortunes, hein. C'est pas pour vous. Bon, vous pouvez visiter, mais toucher, non. Bon, alors,
Bâle, c'est un haut lieu de l'art. Je vous conseille, si vous allez dans le coin, d'aller quand même visiter Bâle et au moins de vous arrêter au Kunstmuseum, le musée d'art de Bâle. C'est vraiment un des hauts lieux de l'art suisse, un très grand musée où il y a de magnifiques œuvres. Si vous aimez Tinguely et Niki de Saint-Phal, ne manquez pas de faire un tour par le musée de Tinguely. Tinguely est un enfant du pays et il y a donc un musée qui lui est complètement dédié avec toutes ces machines, vous voyez, bon, voilà. Donc il y a plusieurs lieux comme ça à visiter. Et puis il y a Weil am Rhein. Et puis il y a ici Rien, où il y a la fondation Beyeler, du nom d'un grand collectionneur marchand d'art de Bâle, qui a confié à Renzo Piano, encore lui, la réalisation d'un lieu d'exposition qui porte son nom, la fondation Beyeler. Donc là, vous voyez, il y a de multiples raisons d'aller à Bâle, et si vous allez dans le coin, ne manquez pas de faire une visite dans cette ville qui vaut vraiment le détour. Alors, maintenant, revenons à Vitra. Vitra, donc, c'est une entreprise de quoi? C'est une entreprise de design, de meubles et de design, de meubles de design. Voilà. La spécialité de Vitra, c'est de fabriquer soit des meubles design qu'ils ont eux-mêmes dessinés, qu'ils ont même conçus, qui ont été conçus par les équipes de Vitra, soit des meubles qui sont des déclinaisons de modèles originaux de grands designers du XXe siècle, dont Jean Prouvé, par exemple. Ils ont l'exclusivité de la fabrication des meubles signés Jean Prouvé. Signé Jean Prouvé, ça ne veut pas dire que c'est Jean Prouvé qui les a réalisés, mais vous savez que les designers accordent à certains éditeurs, fabricants, le droit de fabriquer un certain nombre de leurs modèles à un prix raisonnable. Tandis que les pièces originales sont hors de prix, bien entendu, souvent, surtout si elles sont anciennes. Alors, donc, cette entreprise, comme d'autres, comme Knoll International, comme Artec, sont des entreprises qui ont, par contrat, le droit de fabriquer un certain nombre, limité, quelques centaines, en général, éventuellement quelques milliers, mais là c'est moins fréquent, de meubles, donc qui sont comme des tirages, si vous voulez, des tirages, on pourrait employer le mot qu'on emploie en photographie. Il y a le cliché original et puis il y a les tirages. Bon, mais là c'est un peu pareil. Il y a l'original et puis il y a les tirages qu'on en fait. Et voilà, vous avez un aperçu, un échantillonnage des productions dans ce site industriel. Alors revenons au lieu. Ici, voilà. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui tous sont signés par des grandes pointures de l'architecture internationale. Et en particulier aussi des pièces un peu plus petites qui ne sont pas des lieux de fabrication, mais qui fonctionnent un petit peu comme ce qu'on appelle les folies dans les parcs, vous voyez, des bâtiments un peu fantaisistes, un peu originaux, qui parsèment les parcs du XVIIIe siècle, vous voyez, et qui offrent tout d'un coup un aspect pittoresque à un certain endroit d'un parc, vous voyez. Ça fonctionne un peu pareil. Donc il y a une partie comme ça, et puis il y a surtout donc des ateliers de fabrication et de logistique qui sont le cœur de l'entreprise elle-même. Hein. Voilà. Alors ça a démarré vers les années 80, doucement, et puis c'est monté en puissance dans les années 90-2000, où l'entreprise a pris son envergure internationale, au fur et à mesure que sa renommée se répandait au niveau international. Et précisément, l'architecture est devenue un outil commercial. Le fait d'avoir choisi de faire construire les ateliers et les installations par des grades de pointure de l'architecture leur a permis de se donner une image de marque particulièrement intéressante au niveau international, au niveau du marché international. Alors, vous voyez à l'entrée ici un bâtiment un peu curieux, hein, avec comme une sorte d'enchevêtrement de galeries. Ben ça, c'est une des dernières œuvres, enfin pas des dernières, mais une des œuvres des locaux de l'étape, si je veux dire, les régionaux de l'étape. Ben c'est Jacques Herzog et Pierre de Meuron, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, ce duo d'architectes bâlois qui est mondialement connu et qui a donc construit pour Vitra ce hall d'exposition, la Vitra House, qui se trouve hors de l'usine. On peut donc la visiter librement en acquittant un droit d'entrée très modeste, hein,
et on peut visiter, ici sont exposées l'ensemble des productions que Vitra a fait depuis que l'entreprise existe. Donc on a un historique de la production de l'entreprise. Et c'est constitué, vous voyez, de grandes galeries où sont exposées sur des étagères les productions de l'entreprise avec des cadrages sur le paysage alentour. Vous voyez, de plus près. Et un peu une vue un peu nocturne où on voit bien, vous voyez, à l'intérieur, comment les productions de Vitra sont montrées exactement comme des œuvres d'art. Hein, exactement, c'est le même dispositif, une sorte de musée. Voilà. Alors là, c'est à l'extérieur. Pour visiter l'entreprise, il y a des visites organisées. Vous vous pointez là-bas, vous vous inscrivez, on vous donne un horaire et on vous attend à un certain point de rendez-vous. Et à partir de là, vous êtes pris en charge par un guide ou une guide qui vous promène à l'intérieur de l'entreprise. Évidemment, on est des entreprises qui produisent, c'est une usine. Hein. Donc on ne peut pas se balader comme ça n'importe comment. Donc on est pris en charge, on visite en groupe et on fait le tour de l'entreprise. C'est très très intéressant. Alors voilà, vous êtes accueillis ici, au bâtiment qui a été peut-être construit en premier, qui est l'œuvre de Frank Gehry, dont vous reconnaissez tout de suite le style déconstruit. C'est une de ses premières réalisations en Europe à l'époque, hein, avant le Guggenheim. Et donc c'est aujourd'hui le Vitra Design Museum, c'est-à-dire l'endroit où il y a des expositions temporaires, centrées en général sur des questions de design et d'art décoratif. Et puis, comme je vous l'ai dit, le parc est parsemé d'œuvres tout à fait singulières, dans cette sculpture géante de Klaus Oldenburg, qui s'est spécialisé à ce genre de sculpture. Hein. Il y en a un peu partout dans le monde aujourd'hui, à Barcelone, à Paris, bon, bref. Et là, il rend un peu hommage au travail manufacturier, hein, de l'entreprise, bien entendu. Et puis on a, en rentrant, deux constructions tout à fait singulières et tout à fait typiques des années 60, qui fonctionnent effectivement comme des folies dans le parc. Au fond, ici, vous avez un dôme géodésique, un petit dôme géodésique qui a été conçu par Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, grand ingénieur, architecte, qui a travaillé des années américains, qui a travaillé des années 30 aux années 70, et qui est connu surtout pour avoir conçu en 1967 le pavillon des États-Unis de l'Expo de Montréal, l'Expo universelle de Montréal. J'ai dit 67 ? Oui, 67, c'est ça. 67. Voilà, il avait le pavillon des États-Unis, vous pouvez le retrouver sur Internet très facilement. C'était un immense dôme géodésique construit comme ça, à partir d'éléments triangulaires et recouvert d'une peau très légère, qui permettait donc des espaces gigantesques avec des points d'appui latéraux, enfin périphériques, sans aucun point d'appui intermédiaire. Donc une technique de construction qui était tout à fait novatrice à l'époque et qui aurait pu donner lieu à beaucoup d'autres productions. Bon, bref, pas de commentaires. Devant, ici, une production tout à fait singulière de Jean Prouvé, encore lui, Jean Prouvé, dont je vous ai montré la dernière fois la maison du peuple de Clichy, entièrement métallique. Alors ici, il a été contacté par Total, le groupe Total, pour concevoir des stations-service dans les années 60. C'est le boom de l'automobile, les années 60. Donc, le pays entier se couvre de stations-service. Et alors, Total propose à Jean Prouvé de réfléchir à la conception de stations-service d'un type nouveau, faciles à construire, légères, démontables, transportables, et donc déplaçables selon les besoins de l'entreprise. Selon qu'une route est fréquentée ou pas, on peut démonter et déplacer. C'était ça l'idée. Et il a conçu, vous voyez, ce bâtiment très léger, avec une ossature métallique et des panneaux également métalliques, très faciles à monter, des éléments standards qu'on peut fabriquer à l'usine très facilement, transporter en un lieu, monter en 48 heures, c'est plié, quoi. 48 heures ou 72 heures, c'est en place, et on peut le transporter ailleurs si besoin est. Donc voilà un type d'architecture, vous voyez, tout à fait intéressant, qui a été conçu dans ces années-là. Vous en trouverez
un exemplaire, si vous allez visiter, enfin un autre exemplaire, si vous allez à Nantes, à l'île de Nantes, aujourd'hui qui est le quartier de Nantes qui se développe le plus en ce moment, il y a une station-service qui est circulaire et qui est également une œuvre de Jean Prouvé de la même époque. Voilà, maintenant, en faisant le tour de l'entreprise, vous voyez les différents ateliers. Alvaro Siza, c'est le grand architecte portugais, c'est un peu le père de l'architecture moderne portugaise, ou bien un grand architecte britannique, Nicolas Grinchot, avec un style plutôt, je dirais, high-tech. Et puis alors, la première grande œuvre en Europe de la fameuse architecte irako-britannique, Zaha Hadid, qui est d'origine irakienne, mais qui avait acquis la nationalité britannique, qui est décédée maintenant, hein, il y a quelques années, mais qui a laissé, elle est passée un peu comme un météore dans l'architecture contemporaine, et elle a laissé des œuvres tout à fait étonnantes, qui sont une espèce d'expressionnisme tout à fait étonnant, avec des formes inhabituelles, je disais donc expressionnistes, donc déconstructivistes en tout cas, qui rompent avec le cube et les parallépipèdes, en offrant une architecture très, pour le coup, expressionniste. Ça, c'était la caserne de pompiers, qui a été une des premières construites, enfin, un des premiers bâtiments construits, parce que, précisément, l'entreprise avait dû déménager suite à un incendie. Donc, dans la nouvelle usine, une des premières choses qu'on a construites, c'est une caserne de pompiers pour faire face, en cas de besoin, aux problèmes. Aujourd'hui, elle n'est plus utilisée comme caserne de pompiers, c'est un lieu d'exposition, en fait, maintenant. Voilà, de plus près. Et puis, ici, un des derniers ateliers construits, c'est l'atelier de logistique qui a été produit par le duo japonais Sana'a. Ça, c'est donc l'entrepôt de logistique où les camions viennent charger les productions pour expédition, ou bien où on amène de la matière première. Donc c'est le cœur de la logistique de l'entreprise. Sana'a, je vous en ai parlé à propos, c'est un duo japonais, homme-femme, qui a produit l'antenne du Louvre à Lens. Vous vous rappelez? Le Louvre-Lens, voilà, c'est eux. Ils sont très connus aussi maintenant. Et donc ils ont produit cet atelier. Récemment, ils ont conçu la nouvelle façade de la Samaritaine à Paris, rue de Rivoli. Une façade ondulante en verre. Si vous allez à Paris, rue de Rivoli, un de ces jours, vous y ferez attention. L'inévitable Tadao Ando, chéri des grandes fortunes françaises, hein, François Pinault en particulier. Tadao Ando, donc ce grand architecte japonais, qui est un adepte de ce béton très lisse comment dire, qui ressemble presque à comment dire, un enduit, vous voyez, qui est vraiment... on a du mal à reconnaître du béton dans ce matériau. Alors, il a conçu un bâtiment, vous voyez, très modeste, enfin, qui ne s'élève pas très haut, mais qui est en grande partie enfoui, qui est le centre de conférence. Vous voyez, là, une grande partie de l'équipement, en fait, est enfouie. Voilà. Et puis, là, voilà, de nouveau, la partie consacrée au design par Franck Guéry. Voilà. On a fait le tour de l'entreprise dans ces grandes lignes. Vous voyez, donc quelque chose de tout à fait original que je vous invite à visiter. Si vous êtes dans le coin, là-bas, du côté de l'Alsace ou de l'Allemagne, faites un tour par là-bas, vous verrez que c'est vraiment très intéressant. Autre lieu peut-être plus facile d'accès pour vous, aux portes d'Aix-en-Provence. Alors ça, j'en ai déjà, certains d'entre vous vont le reconnaître, en début d'année, je crois, cet automne, il me semble, j'ai fait un topo dans le cadre de parcours, dans le cadre de retour d'expo, le lundi matin. J'ai présenté déjà le château Lacoste qui se trouve aux portes d'Aix-en-Provence. Vous voyez où nous sommes. Voilà, Aix. Marseille est au sud, les Temps de Berre ici. Salon de Provence.
là-bas vers l'ouest, Arles. Vous voyez, donc, petit circuit recommandé pour les amateurs d'architecture moderne et contemporaine. On s'arrête à Arles, à la fondation Luma, que je vous ai présentée. Bon, avec sa tour de Franck Gehry. Vous vous arrêtez au Château Lacoste, que je vais vous présenter, et puis vous faites un saut à Marseille pour aller voir le nouveau front maritime de Marseille et le MUSEM, que je vous ai aussi présenté. Donc, vous avez un circuit possible autour de l'architecture contemporaine et de l'art contemporain. J'aurais dû faire un tour opérateur dans une vie, dans une vie différente, disons. Alors, voilà. Au départ, c'est un domaine viticole, authentique. C'est une grande propriété viticole qui fait plus de 120 hectares en vignes et qui a été racheté par un Irlandais qui a fait fortune dans l'immobilier. Il n'y a pas que les New-Yorkais qui font fortune dans l'immobilier, il y a aussi des Irlandais, mais avec un usage différent de sa fortune. Puisqu'ici, il a décidé d'acheter ce grand domaine, de le rénover et d'en faire une vraie propriété viticole, avec une production authentique de vin. On est dans l'appellation Rosé de Provence ici, hein. Donc, avec tout un tas de cépages qu'il a introduits et culture intégralement en bio. Donc, un choix assez clair, de manière à développer ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme gastronomique et œnologique. C'est-à-dire de faire un lien entre tourisme et art. Tourisme, gastronomie, œnologie et art. Vous savez que c'est un trio gagnant souvent aujourd'hui, hein, que ce soit dans le Bordelais, en Bourgogne, dans la Rioja ou dans la Napa Valley en Californie, chez le cinéaste bon, j'ai des trous de mémoire. Tout le monde connaît Coppola. Coppola est un grand propriétaire viticole à la Napa Valley en Californie, hein. Il a fait fortune aussi, pas que dans le cinéma. Mais d'ailleurs, souvent, l'argent qu'il gagnait dans le vignoble lui a permis de renflouer les trous dans la caisse de ses films, souvent désastreux sur le plan financier, hein. Donc il y avait un juste équilibre entre la viticulture et le cinéma. Alors ici, on est dans l'association de l'art moderne, de l'architecture moderne et du tourisme de luxe, quand même, avec hôtellerie de luxe, restaurants multi-étoilés, etc. Voilà. Voilà le type, voilà la cible, si vous voulez, commerciale de ce lieu. Mais vous pouvez y aller tout à fait librement et vous êtes accueillis très tranquillement ici, au cœur du domaine, vous voyez. Par ici, vous arrivez par là, hop, en voiture, et puis vous garez votre voiture là-dessous, sous cette sorte de nappe, hein, ici, qui est là. Et là, vous avez des chais qui ont été dessinés par Jean Nouvel. Vous voyez déjà, le lieu de production, c'est déjà signé par une grande pointure internationale. Et c'est la même chose pour l'ensemble du domaine, car le but, c'est de faire une promenade architecturale et d'aller de bâtiment en bâtiment qui ont été signés par quelques-unes des grandes pointures de l'architecture d'aujourd'hui. Alors vous voyez ici d'ailleurs des bâtiments qui sont encore les vieux bâtiments du domaine qui sont toujours utilisés, mais qui cette fois sont plutôt utilisés pour l'accueil du public. Il y a un restaurant, etc. Mais il y a j'insiste, c'est vraiment un lieu de production d'abord. Une promenade architecturale qui commence sous l'égide, encore une fois, de l'incontournable Tadao Ando, qui vous accueille par cette partie qu'on appelle The Gate, la porte évidemment, qui est la porte d'entrée du domaine. On arrive par là, et vous voyez, on vient se garer, on vous accueille gentiment, et on vous demande de vous garer là-dessous. Et puis après, vous entamez votre promenade à pied, par ici, vers ce bâtiment d'accueil, qui est à la fois bâtiment d'accueil et centre d'art. C'est-à-dire à la fois les fonctions d'accueil et de magasins de souvenirs, par exemple, mais aussi il y a plusieurs œuvres d'art intéressantes, et il y a un des 3 restaurants qui se trouvent ici, à l'entrée. Voilà à quoi ça ressemble, vous voyez. Un bâtiment, encore une fois, comme dans
l'exemple précédent, vous voyez, quelque chose d'assez horizontal, qui ne s'érige pas en hauteur. Ça, c'est une marque de fabrique de Tadao Ando. La modestie dans les volumes et le raffinement dans les matériaux et le travail sur la lumière. Et vous avancez le long de cette allée, vous voyez ici, en laissant à droite donc l'étendue d'eau dans lequel se trouve une araignée de Louise Bourgeois, la célèbre sculptrice qui est aujourd'hui décédée et qui a laissé donc cette œuvre dans ce domaine. Alors, une précision. La plupart des œuvres que vous verrez sont des œuvres qui ont été créées in situ. Il y a quelques œuvres qui ont été achetées avant, dont celle-ci, et d'autres, il y en a quelques-unes qui ont été achetées, qui faisaient partie de la collection personnelle de ce richissime Irlandais, mais la plupart des autres, ce que vous voyez dans le parc, a été créé pour ces endroits-là, et spécifiquement pour ces endroits, et uniquement pour eux. Donc ils sont créés littéralement in situ, et ils y restent. Voilà, en gros, le principe général de fonctionnement de ces œuvres. Alors voilà un exemple avec le bâtiment d'accueil, vous voyez, avec ce magnifique béton lustré là, de Tadao Ando, et une œuvre d'Alexandre Calder qui fait partie de ces œuvres qui avaient été achetées au préalable. Voilà, ici, c'est un stabile mobile, c'est entre les deux. Il est stable au sol, mais il a une partie mobile. Et voilà une œuvre d'un japonais que je ne connaissais pas, à vrai dire, hein, j'avoue. Il s'appelle donc Hiroshi Sugimoto. Voilà, vous voyez la terrasse du restaurant, ici, très agréable. Et voilà cette œuvre de plus près. Voilà. Et puis on voit un peu là, tout près, une structure, une espèce de mikado géant là, qui se dresse au-dessus des ceps de vigne, là, de la marée de vigne. On voit apparaître ce volume, et en s'approchant, on voit qu'il s'agit d'un pavillon de musique en plein air qui a été conçu par Frank Gehry. Vous voyez là encore hein, la déconstruction typique de l'œuvre de Frank Gehry. Alors quand on s'approche, ça donne ceci, vous voyez, avec une partie qui est un petit peu couverte, avec des gradins ici, et puis il y a des gradins extérieurs où on devine qu'on peut assister à des concerts de musique, les beaux soirs d'été de Provence. Et puis un peu plus loin, on tombe sur une galerie d'exposition qui a été conçue par Renzo Piano, dont vous voyez une des entrées, ça c'est l'arrière plutôt, avec cette élégance qui le caractérise dans l'utilisation des matériaux des matériaux de l'ossature, en quelque sorte. Voilà, plus près. Et puis, vous voyez, alors, on voit qu'en fait, cette galerie a été enfouie. On ne voit que le sommet qui dépasse à peine, vous voyez, du vignoble. Donc, vous voyez la discrétion de cette galerie qui reçoit les principales expositions. Chaque année, 2 fois par an en général, il y a une grande exposition d'art contemporain. Et ça se tient principalement dans ce lieu, qui a été conçu pour ça. Et voilà une vue aérienne vous montre un peu, vous voyez, le raffinement de Renzo Piano. Hein. Vous voyez comment le rythme de la toiture s'harmonise très directement avec le rythme, si j'ose dire, des rangs de vignes hein, dans le paysage. Et le tout, vous le voyez, enfoui. On accède à ce lieu par une longue rampe, comme on devine ici, qui descend tout doucement dans le vignoble et qui vous amène tout naturellement vers la galerie. Autre pavillon également tout à fait récent, qui est l'œuvre d'Oscar Niemeyer, qui est mort maintenant, hein, centenaire, plus que centenaire. Il avait plus de 100 ans quand il est mort, Niemeyer. Donc, il est mort il y a peu, mais il a laissé les plans de ce pavillon qui a été construit ici. Dans son style, vous voyez, avec ses courbes et contre-courbes tout à fait caractéristiques. Ensuite, Richard Rogers, qui était le compère de Renzo Piano dans la conception du Centre Beaubourg, et qui est resté un architecte fidèle à l'esprit high-tech, à l'anglaise. Donc Richard Rogers, qui est mort aussi il y a peu de temps, et qui nous a laissé ici cette galerie. C'est aussi une galerie dont le fond s'ouvre directement, vous le voyez, elle a été
centré sur la colline qui donne son nom au lieu, le Puy Sainte-Réparade. C'est ce village ici, le Puy c'est une colline, une hauteur. Dans le fond, et j'ai oublié de dire, c'est le Luberon, hein. Vallée de la Durance là en bas, et puis le Luberon qui commence par là. Donc voilà la galerie de Richard Rogers, oui, comme suspendue dans le vide, tout à fait spectaculaire. Kengo Kuma, l'architecte japonais, qui a laissé ici une œuvre à mi-chemin entre architecture et sculpture. De construction en bois. Vous voyez, on passe dessous, ça fait un peu abri. Voilà, c'est à mi-chemin entre l'architecture et la sculpture. Et puis Andy Goldworthy, je ne vous montre là que quelques-unes des œuvres, hein. Il y en a de multiples, il y en a je dirais plusieurs dizaines. J'en ai pris que quelques-unes qui me paraissent entrer dans le champ de l'architecture proprement dite. Andy Goldworthy, c'est un des grands animateurs du courant qu'on appelle le land art, qui travaille avec les matériaux naturels que lui offre la nature en général et qu'il utilise dans ses installations, ses constructions. Ici, il a pris des bois flottés et qui n'étaient pas sur place, hein. Mais il les a fait venir, mais ce sont des bois récoltés quand même sur le terrain. Il en a construit comme une sorte d'abri, sorte de d'igloo en quelque sorte, vous voyez, sous un tertre de terre. Donc vous voyez la couverture, vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Et puis une installation de Richard Serra, le grand sculpteur américain qui est décédé aussi il y a peu de temps, qui travaille beaucoup sur l'acier. Vous connaissez tous sans doute la gigantesque sculpture qu'il a laissée au Guggenheim de Bilbao. Hein, c'est celle qui occupe le rez-de-chaussée. C'est Richard Serra. Donc c'est un spécialiste de ces immenses installations, souvent en acier Corten. Cet acier spécial qui se colore de couleur de rouille un peu et qui reste, dont la couleur reste fixe, qui ne s'altère plus. Donc c'est un adepte de ces lames, en particulier ici, vous voyez les lames d'acier. Autre exemple d'installation, j'accélère parce qu'on va finir, et puis voilà. Vous voyez, c'est pour vous donner un échantillonnage et vous donner l'envie d'aller y voir de plus près. J'espère. Et là, alors, à mon avis, un des lieux les plus réussis, c'est ce travail fait encore une fois par Tadao Ando avec l'aide de Jean-Michel Ottoniel, le grand sculpteur très connu aujourd'hui pour son travail sur le verre. Et là, c'est une ancienne chapelle oratoire à l'endroit le plus élevé du domaine, qui était en ruine et que Tadao Ando a rebâti, a reconstitué, qu'il a intégré dans une architecture plus moderne, vous voyez. Donc, vous voyez le pourtour ici, là, de plus près. Là. À l'intérieur, voilà ce que ça donne. Il y a un très beau travail sur la lumière, vous voyez, qui diffuse à partir de deux sources, qui fait que quand on est là, en plus avec la chaleur de Provence, non seulement on est au frais, mais en plus, ça incite à la méditation. Effectivement, c'est un lieu où souffle l'esprit, hein, en quelque sorte. Et vraiment, on le ressent très physiquement quand on est dans cet endroit-là. Et juxtaposé, tout à fait à côté, on a un très beau petit jardin japonais, en quelque sorte, vous voyez, avec le traitement du gravier, du sable, autour de cette croix, conçue par Jean-Michel Ottoniel. Donc, le pourtour, là, l'enclos, c'est Tadao Ando, et à l'intérieur, c'est Jean-Michel Ottoniel qui a édifié ce crucifix, cette croix, en verre de Murano. Il travaille beaucoup avec le verre qu'il fait travailler à Murano, à côté de Venise. Voilà, et puis, pour finir notre tour d'horizon, en revenant vers le bâtiment principal, on croise des choses comme ça, des œuvres de Sean Scully, qui est un Irlandais. Le vide et le plein, c'est le même, vous voyez, avec des blocs de pierre qui viennent du Portugal, d'une carrière de Portugal, et qui ont été choisis pour leur valeur, leur couleur et leur matière, vous voyez, dans diverses carrières du Portugal. Voilà. Et puis, il y a aussi des installations temporaires, comme celle de Daniel Buren, sur laquelle je suis tombé lors de cette visite, vous voyez, de l'été 2017, qui était restée en place, une installation de Daniel Buren,
Et puis, également, des œuvres du sculpteur italien assez connu qui s'appelle Giuseppe Pennone, qui présidait à une exposition qui se tenait dans la galerie là, de Renzo Piano. Voilà, j'ai fait le tour de cette présentation en espérant que je vous ai donné l'envie d'aller y voir de plus près. Donc, moi, je vous encourage à aller voir ces lieux et de vous imprégner de l'esprit des lieux. Justement, je trouve que c'est vraiment des lieux où respire un certain esprit et une promenade, une déambulation dans ces endroits, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, ce sera mon dernier propos pour cette saison. Alors, à très bientôt, j'espère. Donc, je travaille à la suite pour la saison prochaine. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour plus tard.